parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue dans le dernier numéro de la semaine. Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde et de nous écouter à la radio à travers nos antennes régionales, mais aussi à travers cette application que vous pouvez télécharger dans vos téléphones. Merci de votre fidélité. Vous le savez, nous décryptons l'actualité à 380 degrés pour vous aider à mieux la comprendre. Tous les sujets, tous les dessous de l'actualité. Chronogramme de la transition guinéenne. Le FNDC vient de proposer un chronogramme de 24 mois, une feuille de route qui va du recrutement d'un opérateur pour la révision du fichier électoral à l'organisation des élections en 3 phases. D'abord le référendum suivi des communales et des législatives avant la présidentielle. Pour le Front national pour la défense de la Constitution, tout le processus devrait se terminer le 5 septembre 2023. Qu'est-ce qui justifie ces différentes propositions? Nous essayons de comprendre ce matin avec Sékou Koundouno. Il est le responsable des stratégies et de la planification du FNDC. Audiovisuel en Guinée, contenu et défi, c'est le titre de l'essai littéraire de Jacques-Léwa Leno, dont la dédicace est prévue lundi prochain au chapiteau du Palais du Peuple. L'ouvrage évoque les pratiques professionnelles dans les radios et télévisions guinéennes depuis la libéralisation des ondes en 2005. Au cœur de sa réflexion, l'épineuse question de l'indépendance des journalistes et les choix éditoriaux. À quelques jours donc de cette sortie, de cette dédicace, nous recevons l'auteur pour en parler, Jacques-Léwa Leno, chroniqueur des Grandes Gueules. Il sera avec nous pour parler donc de son livre qui va bientôt sortir. D'autres sujets, bien évidemment, viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Continuez à réagir sur nos différentes plateformes au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif 00224. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos différents messages dans la deuxième partie de l'émission. Et si vous êtes plutôt twitto, vous pouvez donc nous écrire au hashtag espace GG. Nous relayerons également vos différentes réactions. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, au Grande Gueule Espace TV. Merci de nous rejoindre avec vous. Diba Milimono, bonjour, bienvenue. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Bonjour Daouda. Bonjour, bonjour madame, bonjour à tous. Ça va? Ben ça va, seulement que c'est un choc des bleus ou des violets. Oui, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bonjour Caps. Bonjour Madame Miro, bonjour à tous. Antoine, ça va? Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Dey. Bonjour. Alors, on commence par ce sujet qu'on a tous suivi hier, notamment cet autre mandat de dépôt délivré contre notamment Damantan Albert Camara et Ibrahima Kourouma, tous deux anciens ministres, notamment de l'aménagement du territoire, mais de la sécurité, Antoine Kourouma. Oui, finalement, on a tous vu ce balai qui avait lieu entre la direction centrale des investigations de la gendarmerie, également à la CRIEF et à leur domicile, comme on l'a fait pour Kassouri, Oye-Guilavogui et les autres. On en a fait autant pour Damantan, sauf que pour leur cas, ça a pris plus de temps. Ils ont fait beaucoup de tours. C'est vrai que les auditions ont duré. Ça a pris du temps, sauf que par moment, il n'y avait pas d'audition parce que ils venaient parfois, les OPJ étaient occupés à autre chose, soit ils venaient passer toute la journée à leur bureau, ils rentraient chez eux sans qu'il n'y ait d'audition. Donc, finalement, sans qu'on ne s'y attende, même si certains y pensaient déjà, hier, Damantan Albert, ancien ministre de la Sécurité, et Ibrahima Kourouma, ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire, ont été finalement transférés à la maison centrale. À Corontier, à la maison centrale de Conakry, où ils ont passé leur première nuit. Et ils ont rejoint la Kassouri et les autres. Vous savez que Zakaria Coulibaly lui est déjà sorti. Et il y a le troisième qui est Mamadou Kourouma, Mamadi Camara, l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui lui a été placé sous contrôle judiciaire. Alors, jusque-là, on sait un peu, c'est général, ce qu'on leur reproche, c'est le détournement de biens publics,
c'est la mauvaise Blanchiment gestion de et tout cela, capitaux. blanchiment des capitaux, enrichissement illicite et tout cela. Il y a un chef d'accusation qui est assez long. Mais aujourd'hui, l'une des questions que l'on se pose, avec les auditions qui ont lieu, parce qu'on a écouté le procureur sur cette antenne qui disait qu'il a des éléments sous la main qui l'amènent à porter plainte ou à inquiéter ces personnes qui sont aujourd'hui en détention. Et donc, lorsqu'on voit un peu ce que ces gens ont été dans le pays, les postes qu'ils ont occupés, on est forcément amené à se demander, quand on parle d'enrichissement illicite, c'est jusqu'à quelle proportion, jusqu'à quel niveau. Parce qu'on parle de biens immobiliers par endroit, et c'est vrai qu'on n'a pas la liste exhaustive Des biens qui auraient été saisis. des biens qui sont saisis, mais on apprend que quelques-uns parmi eux ont placé comme caution ou comme gage certains de leurs biens. C'est le cas du ministre ou de l'ancien ministre de l'économie, Mamadi Camara, qui aurait accepté de donner une caution pour ne pas aller en prison. Et on l'a donc placé sous contrôle judiciaire. Damanta Albert, jusque-là, on ne sait pas ce qui lui est reproché. Bon, on connaît un peu, mais les biens dont on aurait saisi, on n'a pas une idée encore de la liste de ces biens, mais on apprend que quelques-uns parmi eux tout de même acceptent de donner comme caution certains biens pour éviter d'aller en prison, et ceux qui sont en prison sortent pour avoir donné quelque chose comme caution. C'est le cas de Zakaria Koulibaly, sur lequel je veux un peu revenir. On parle d'un immeuble. Oui, un immeuble. Pour Zakaria, on parle d'une valeur de 3 milliards, je crois bien. Oui, 3 milliards qu'il va payer par échelonnement. Jusqu'au 15 avril. C'est dans 15 jours. Dans 15 jours, il doit Mm. payer ces 3 milliards de francs guinéens. Et moi, la question que je me pose, lorsque vous mettez... Ils sont riches quand même, mais 3 milliards. C'est pas beaucoup d'argent. Peut-être c'est un petit montant. Les hydrocarbures, c'est pas n'importe quoi. Et donc, les hydrocarbures, c'est pas pour lui. C'est pas n'importe quoi. C'est un ministre qui est payé à combien? Des grandes gueules. Ça, c'est le salaire, ne regarde pas le salaire. Donc, à ce niveau, c'est grave ce que tu fais ce matin. l'ancien ministre, on nous apprend qu'on va payer 3 milliards en 15 jours, jusqu'au 15 avril, il a regagné son domicile. Et on fait le constat qu'ils étaient 4 à aller en prison. Il y avait lui, il y avait Kassori, il y avait Oye, il y avait Mohamed Diané. Mais il se trouve que les avocats des 3 autres ont enclenché une procédure qui n'a pas été la même que celle de Zakaria. Les avocats de Kassori et des autres ont plutôt porté plainte contre le procureur par rapport à la procédure qui aurait été biaisée. Et donc ce procès, il est en cours. De l'autre côté, c'est vrai que Zakaria était là avant eux. Non, ils sont rentrés ensemble, je crois. Ismaël Dubaté, Souleymane Traoré et autres qui étaient là. Qui était là avant. Donc Zakaria, on a tous vu qu'il a été extirpé ou extrait de la prison pour être auditionné par des juges d'instruction. Ce que les avocats des autres auraient refusé pour leur cas. Zakaria est passé apparemment 3 fois devant les juges d'instruction et on a déposé une demande de mise en liberté le lundi et mercredi il a été libéré. La question que beaucoup se posent, c'est pourquoi cette célérité? Pourquoi cette rapidité dans la libération de Zakaria? On a dit également, on a ajouté à ces niveaux qu'il, contrairement aux autres, il dit se mettre à la disposition de la justice parce qu'il estime qu'il dit avoir confiance à l'appareil judiciaire de la Guinée. Donc, contrairement aux autres qui ont refusé de répondre ou de se présenter devant la chambre de l'instruction, lui, il dit qu'il va. Oui, lui, il dit qu'il va, sauf qu'il y a eu pour un départ une demande de mise en liberté pour les autres. Ça n'a pas été accepté. Bien avant lui, il y a Souleymane Traoré qui a même signé une lettre dans laquelle il se pose des questions. Pourquoi jusqu'à n'est pas auditionné? On ne l'a pas fait pour son cas. Pourquoi pour le cas Zakaria, on a accéléré les choses? Il a été rapidement libéré. Ce sont des questions que je me pose. Est-ce qu'en étant en prison, il y a une forme de... Alors, on est tous en prison, mais c'est-à-dire les moutons, ils se promènent ensemble et n'ont pas le même prix, selon l'adage. Et donc, ils sont tous en détention au nombre de 4, sauf qu'il y a l'un d'entre eux, soit c'est l'avocat qui est intelligent, ou qui a voulu suivre une procédure ça dépend de l'approche. À la différence des autres. Le crime est personnel. Hein, c'est certes personnel, mais c'est presque les mêmes charges contre les 4. Mais est-ce que lui, il a accepté d'être dans la même procédure que les autres? Et parce qu'il y a aussi cela qu'il faut relever. On vous demande de vous soumettre à un certain nombre de démarches
lorsque vous estimez que cette procédure, elle n'est pas la bonne, vous ne voulez pas vous y soumettre, l'autre qui pense qu'il a une certaine confiance en la procédure, il peut s'y soumettre. Non, et si c'est le cas, c'est que ces avocats ont été de fins stratèges qui ont su comment s'y prendre pour... Est-ce que stratège? Oui, ça on peut l'appeler comme ça, parce qu'il faut attendre mardi pour que Kassori et les autres soient situés sur leur sort. Si ce n'est pas le cas, la fois dernière, je l'ai rappelé ici, j'ai demandé à l'avocat qui était là, l'avocat malien, est-ce qu'en agissant ainsi, vous ne faites pas souffrir vos clients? Parce que vous contre-attaquez le procureur, vous portez plainte contre lui afin que la procédure soit revue. À supposer que la procédure, le mardi par exemple, que le procureur est tort, on va revenir sur la procédure, on va reprendre les choses. Le temps de revenir à la normale, mais les personnes détenues vont y rester encore le temps qu'on revienne à une procédure normale. Et à mon avis, la grosse question, c'est est-ce que les avocats, à ce niveau-là, ne se sont pas gourés en voulant bien faire les choses? S'ils ont raison et que c'est la procédure, voilà, ils sont dans leur... Ils auraient marqué un point. Non, sauf qu'il y a 4 détenus dont le traitement ou les procédures pour les 4 ont été différentes. C'est-à-dire, on s'est dit qu'il y a un collectif d'avocats qui défend 4 anciens ministres, qui défend 4 personnes en détention. On présente un collectif, voilà. mais sauf que les démarches sont différentes. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque avocat a un client. Et en fait, chacun adopte une stratégie en fonction de son client. Je crois que Maître Kouyaté nous l'a rappelé sur cette antenne, quand on a dit le collectif, il dit attention, je rectifie, on se met ensemble, c'est vrai, mais chacun en tout cas un client. Maintenant, ça dépend. Dans ce cas, je vais clore en disant que l'avocat de Zakaria, c'est un renard, il est très malin. C'est ce que je retiens, Maître Diallo. À la différence des autres. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est l'approche des avocats qui fait que votre dossier soit est traité avec célérité, conformément au code de procédure pénale, ou soit vous êtes maintenu. Parce que la posture que l'avocat de Zakaria Koulibaly a adoptée est différente de la posture des autres avocats. Vous vous souvenez, lorsqu'on a pris dans ce studio le procureur spécial Maître Ali Touré à l'époque, on lui a dit mais pourquoi avoir adopté une telle démarche sans qu'il y ait en tout cas l'étape de l'instruction que vous transfériez comme ça des personnes en prison, qu'est-ce qui se passe? Il a dit oui, je l'ai fait conformément au code de procédure pénale, puisqu'il y a 2 raisons. Premièrement, il dit je peux les placer sous mandat de dépôt si par exemple la personne qui est mise en cause avoue les faits, ou s'il constate qu'il y a suffisamment de preuves contre eux, il peut les placer sous mandat de dépôt. Donc ça a été sa communication, donc il disait qu'il y a suffisamment de preuves. Maintenant, la posture des avocats des Kassori aujourd'hui, c'est de dire il y a une communication assez générique, on ne dit pas spécifiquement qu'est-ce qu'on les reproche. On dit enrichissement illicite, détournement de deniers publics, et ça, à peu près ce sont les mêmes charges sur lesquelles on est en train de communiquer. Donc ils sont partis, ils ont été placés sous mandat de dépôt sans qu'ils ne soient écoutés par un juge d'instruction, et donc on est tombé dans un cas de flagrant délit. Alors qu'est-ce qui se passe? Les avocats disent on n'a pas accès au dossier de procédure, on ne sait pas ce qu'on reproche à nos clients, effectivement le juge n'a pas respecté la procédure et donc on va intenter quelque chose contre lui. Donc ils ont fait une procédure. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Effectivement, je suis d'accord avec Antoine, parce que cette démarche des avocats de Kassori, je ne pense pas, du point de vue stratégique, ça peut plaider en faveur des clients. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on les demande de passer devant la chambre d'instruction de la CRIEF. Ils ont refusé catégoriquement de se présenter devant la chambre d'instruction. Parce que la loi dit que dans le cas de flagrant délit, lorsque vous êtes maintenu, soit le procès se fait le même jour ou le lendemain. Et si ça ne se fait pas le lendemain, le procureur dans ce cas peut saisir la chambre d'instruction et donc pour des suppléments d'informations dire bon, nous avons des dossiers, on n'a pas fait le procès le premier jour, le lendemain, et donc on transfère de facto le dossier au niveau de la chambre d'instruction. Donc c'est ce que le procureur Ali Touré a fait, et donc il devait aller devant la chambre d'instruction de la CRIEF. Sauf que les avocats de Kassori, ils ont leur stratégie à eux, ils ont dit non, nos clients ne vont pas répondre, on n'a pas pu les extraire de la maison centrale au même titre que certains pour qu'ils soient entendus, ils ne l'ont pas fait, donc ils ont dit nous intentons quelque chose contre le procureur parce que nous estimons, malgré qu'il soit l'empereur des poursuites, ça il faut le préciser, il a outrepassé des choses, ses prérogatives. Donc ils sont aujourd'hui bloqués à ce niveau. Maintenant, ce qui va se passer, il faut attendre le mardi, parce que le juge de la CRIEF, le président, on va l'écouter pour voir effectivement est-ce qu'il faut revenir sur la procédure
C'est-à-dire donner raison au camp des avocats de Kassori, ou tout simplement dire non, vous allez suivre la procédure que le procureur a mis en avant, c'est-à-dire vous devez d'abord passer devant la chambre d'instruction de la CRIEF. Donc aujourd'hui, on est dans une sorte de cercle vicieux où il y a un jeu de dupes. Est-ce que les laisser aller chez eux, placés sous contrôle judiciaire, ça les permet de se fabriquer des preuves, ou est-ce que parce qu'on les a maintenus dans un cas de flagrant délit, il faut qu'on suive la procédure? Donc c'est à ce niveau il y a un blocage. Maintenant le mardi on sera fixé. Sur le cas des Damantans, effectivement c'est toujours les mêmes communications, et donc eux aussi ils ont été transférés. C'est qu'il faut dire. Il faut rappeler quand même une chose, oui, il faut le respect des procédures. Mais comme on est dans une dynamique, il y a un procès qui est en cours, il y a le secret de l'instruction. Et donc moi souvent je n'aimerais pas m'aventurer sur les charges spécifiques qu'on les reproche. Maintenant aux avocats, c'est vrai, ils ont raison, il faut qu'ils aient accès au dossier de procédure pour qu'ils aient quand même une idée sur ce dont on reproche à leurs clients. Ça c'est extrêmement important, parce que c'est vrai, on est pour la reddition des comptes, mais il faudrait que ça se fasse aussi, que ce soit adossé justement dans les règles de l'art. L'un dans l'autre, on ne peut pas quand même vouloir d'une chose et son contraire. On a suffisamment de à un moment donné la moralisation de la vie publique, donc il faudrait quand même que ce soit un exercice pour chaque leader, pour chaque cadre de l'administration qui à un moment donné a une responsabilité face à l'histoire, face au peuple de Guinée, qu'il accepte quand même de prendre la parole. Parce que si vous êtes blanchi, je pense que ça vous permet d'être réconforté dans votre position et grandi. Et il y a les élections qui arrivent. Imaginez que vous soyez lavé de tout soupçon. Donc ça veut dire que tout simplement il n'y aura plus de boue sur vos tissus blancs. Donc ça vous permet de vous préparer et d'avoir un discours indépendant, de se dire nous avons les mains propres. Ça peut être même un slogan pour certains pour dire je sors victorieux d'un procès et donc j'ai les mains propres. Justement. Et je pense qu'aujourd'hui il faut accepter de se frotter à cela. Ce n'est pas, je pense, ça vous rabaisse pas. C'est pas une punition, mais ça vous grandit. Et donc il faut qu'on fasse aussi confiance à nos institutions. Exercice difficile, mais auquel il faut se soumettre. Caps, le chiffre, il ne fait que grossir. On avait les Kassori et il y en a eu 2. Oui. Et qui sait à qui le tour prochainement? Oui. Bien sûr, effectivement, ce que ça, en réalité, on se dit que finalement, c'est l'ancien gouvernement, le gouvernement déchu, ils vont tous y passer. Peut-être que la seule qui n'y passera pas, c'est l'ancienne ministre des TP qui est aujourd'hui ministre chargé des... On n'est pas ministre, elle est conseillère. Conseillère, donc chargée du suivi des priorités présidentielles. Donc peut-être seulement elle ne passera pas à la DCIJ. Peut-être que tous les autres vont se succéder. J'ai appris que c'est la fille de Kaman Diaby. Ah d'accord, en plus. Voilà, donc comme pour dire que tous les autres vont se succéder là. Mais moi, il y a quand même quelque chose qu'il faut y rappeler, qui est assez intéressant, qui est important à mes yeux, c'est de savoir par exemple que Damantan, hier en partant, jusqu'à ce qu'il monte dans le véhicule pour aller donc à la maison centrale, se poser encore les questions de savoir qu'est-ce qui lui était véritablement reproché. Et moi, c'est la question que je me pose. Vous appelez quelqu'un et vous mettez des chefs d'accusation devant, c'est vague quand on parle d'enrichissement illicite, détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux, etc. C'est vague. Il est important quand même que celui qui est accusé sache au moins ce qu'on lui reproche véritablement. Et c'est justement ce que moi je n'apprécie pas dans toutes ces procédures-là. On a vu que même ceux qui leur ont déjà précédé, les avocats de ces gens-là dénonçaient la même situation. À saisir des biens. Ça, c'est limpide. Non, mais en réalité, il faut, c'est pas saisir des biens, d'accord, mais l'idéal quand même serait que la personne que vous avez interpellée, fixez-lui, dites-lui ce que vous le reprochez. Moi, je ne comprends pas pourquoi le procureur peut avoir des preuves, peut poursuivre des gens pour un certain nombre de faits bien précis que lui, il sait, qu'il ne puisse pas mettre au devant de ces personnes-là ou à la limite à la disposition de ses avocats pour que ces gens-là puissent se saisir de ces dossiers-là, se préparer conséquemment pour qu'il puisse y avoir une vraie confrontation. À mon sens, c'est ce qui est, et même la bonne logique, et même la procédure, et si vous voulez même la moralité judiciaire voudrait quelque part que cela puisse être respecté. Mais l'autre chose qu'il faut rappeler, c'est que maintenant on sait tous, il y a plus de surprises. Quand on t'appelle, tu viens à la DCIJ, de la DCIJ on t'amène à la CRIEF, de la CRIEF, mandat de dépôt. Dès l'instant où tu es amené devant la CRIEF, tu as peu de chances d'aller à la maison. Voilà. Donc la CRIEF, c'est à l'hôtel 5 étoiles. C'est vrai qu'il y a certains qui jusque-là ne sont pas situés sur leur sort. Damaro, qui a fait le tour, qui jusque-là n'a pas été envoyé devant la CRIEF. Il y a Bantamasso également, qui a été entendu par la DCIJ, qui n'a pas encore
fait un tour devant Ali Touré, mais à part ces deux-là et bien d'autres, tout le reste, je sais maintenant quand on va vous convoquer désormais, en quittant la maison, préparez madame et les enfants pour... Non, c'est pas... Si ça va jusqu'à la crière. Non, c'est pas forcément ça. Si ça arrive à la crière... C'est ce qui se passe finalement. Non, c'est pas forcément ça. Attention. Cette allure-là, on a l'impression que tous les ministres d'Alpha Condé iront en prison. Non, attention. On a l'impression... Il n'a pas tort. Attendez. Sur la dizaine de personnes convoquées, il y a au moins 7 ou 8 qui sont en détention. Vous avez combien de ministres sous Alpha Condé? Mais ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini. Donc je pense qu'il faut relativiser. Ils ont déjà reçu combien? Si le Premier ministre Kassori est là-bas. Non, attendez. Non, attendez que je finisse. Si Kassori est là, ça veut dire que tout le monde va y être. La responsabilité individuelle. C'est pas parce que Kassori est là-bas que tous les autres vont s'y retrouver. D'influence et en termes de poids au sein de l'appareil gouvernemental avec Alpha Condé. Si Kassori a été inquiété, ce n'est pas un ministre qui... Oui, être inquiété ne veut pas dire être inculpé. Ça n'a rien à voir avec la tête du client. Ça n'a rien à voir avec la tête du client. Est-ce que la solution, c'est forcément de priver de liberté ces ministres? C'est ce que j'ai posé une question. Mais seul le procureur peut justifier jusque-là, je maintiens mon impression. J'ai l'impression qu'on a l'intention d'humilier. On a l'intention de... c'est trop facile, c'est l'impression que j'ai. Parce que Antoine. les personnes convoquées... Antoine... Non, vous ne pouvez pas placer sous contrôle judiciaire certains avec qui vous allez en audition. Vous emmenez certains à la maison centrale. On aurait pu en faire autant pour tout le monde. Ils ont des raisons. Non. Antoine, ça peut dépendre des charges. C'est mon opinion à moi. Je pense qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Non, mais attention. Je finis. Non. Parce que je ne crois pas que la condition qui a poussé à mettre sous contrôle judiciaire Mamadi Kourouma, que les autres n'auraient pas pu obéir à cela. Mamadi Camara. Je ne crois pas que les autres n'auraient pas pu... tu dis que tu ne crois pas. Tu ne sais pas. Non, je ne crois pas du tout parce que, voilà, l'impression que j'ai... Même la libération de Zakaria, quand on va au fond des choses, il y a une certaine... Voilà, il y a des éléments qui nous amènent à dire qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Il y a une rapidité dans les faits qui laisse à réfléchir. Zakaria Koulibaly. D'aucuns pensent que Zakaria étant le petit frère de Saliba Koulibaly, j'ai l'impression que ça c'est quand même c'est ce que certains disent. C'est quand même le Sénénabé est un des oncles de Mamadi Doumbouya, il est en prison. Oncle et puis petit frère, c'est pas la même chose. Zakaria, oui. Tu jettes le pas avec les oncles. Tu jettes. En fait, ce qu'Antoine fait, parce que c'est le jeune frère de Saliba. C'est très grave. C'est très grave. Il jette l'opprobre sur le travail de la justice. Je n'ai pas dit ça. Tu ne parles pas des indignations à tout bout de champ sur les décisions. Attention, il ne faut pas... C'est des questions. Bienvenue. Voilà, je poursuis dans mon analyse. Quelque part, je rejoins Antoine quand il dit que finalement, on a l'impression que tout le gouvernement d'Alpha Condé, le dernier gouvernement, en tout cas le gouvernement déchu, va se retrouver du côté de la maison centrale. Mais si au regard de la suite, de l'évolution des choses, on peut bien entendu avoir cette lecture des choses. Mais pour moi, il y a une question quand même que je me pose par rapport à toute cette situation-là. Si on sait déjà qu'en vous envoyant à la maison centrale, qu'en fin de compte, vous allez finir en vous engageant à payer une caution, à ce qu'on vous mette en liberté provisoire, pourquoi ne pas donc commencer par là? Et donc, l'autre élément également que ça permet de voir, ou l'autre lecture qu'on peut avoir par rapport à ça, est-ce que la réalité de ces activités de la CRIEF, c'est pour permettre à l'État de renflouer ses caisses? Parce que là, quand on... Renflouer illégalement? Vous pensez qu'on peut leur demander comme ça juste de payer des cautions? Attendez, Madame Hierro. S'ils ont détourné... Sur cette question, il faut déjà comprendre que... Laissez-moi aller au bout. Une caution est remboursable. Laissez-moi aller au bout. Si tu as raison, laissez-moi aller au bout. Si tu as raison, laissez-moi aller au bout. Maintenant qu'on sait, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. On a l'impression que finalement, à chaque fois qu'on vous appelle, c'est pour vous demander de payer une caution pour qu'on vous mette sous liberté provisoire. Si on sait, en vous envoyant, que c'est par ça va se terminer, pourquoi donc ne pas commencer par là? Et on le dit que dans d'autres pays, la même situation s'est passée. Et quand ça arrive, on regarde la bonne foi, la bonne volonté des uns et des autres. On vous demande, à la hauteur de ce qu'on vous reproche, si vous vous engagez à pouvoir payer ce qu'on vous reproche,
progressivement, on vous libère. On vous met sur... au Sénégal. Ça s'est passé notamment au Sénégal. Donc, les gens ont ramené. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi occulter une chose, Madame Yoro. Et ça, c'est très important. N'oublions pas que de la même manière qu'on reproche à certains de ces cadres-là d'avoir détourné nos derniers publics, il faut également se dire que certains de ces cadres également ont permis à la Guinée d'engranger beaucoup d'argent, d'avoir certains niveaux de croissance et de développement. Je le dis et je le réitère. Non, mais il faut pas... laissez-moi aller. C'est leur responsabilité. D'accord. Vous êtes nommé par exemple au ministère du Plan. Vous êtes soumis à une obligation de résultat. Vous savez c'est quoi les conséquences? Vous savez c'est quoi les conséquences? Vous savez c'est quoi les conséquences? C'est de ne pas justement faire de... Il faut attirer les gens vers l'administration publique. Vous savez ce qui se fait là? Ce qui se fait, non, ce qui est en train de se faire. Non, attention, Madame Yoro. Attention, Madame Yoro. Il ne faut pas humilier les cadres de la République. Quand on a géré dans un pays, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin dans ce pays? Madame Yoro, j'aimerais dire juste une chose. Moi, je parle de la façon dont je parle de la procédure, je parle de la façon dont les choses sont en train d'être menées. Il est important que la CRIEF fasse attention dans les procédures qui sont en train d'être menées. Moi, je vais plus loin. Quand on prend par exemple le cas de Zakaria Koulibaly, ce qu'on lui reproche, il ne faut pas oublier que Zakaria Koulibaly, quand on regarde les biens qu'on lui dit, les immeubles notamment, il parlait de 4 villas justement qu'on disait qu'il avait, etc. Ces maisons par exemple, il les avait bien avant d'être ministre de la République. C'est la CRIEF qui a dit ça. Quand il avait... Qui a dit ça? Les immeubles dont on parle. Les quatre villas dont il a à sa disposition sont aujourd'hui entre autres ces éléments qui pourraient... J'ai cru que c'était la CRIEF qui avait brandi cela comme élément. Ce sont ces éléments qu'on met entre autres devant lui comme étant des éléments qui pourraient justifier le fait qu'il ait fait des détournements d'enrichissement illicite, etc. Mais moi, ce que j'ai envie de rappeler encore une fois, c'est pas des raccourcis. Est-ce que ça veut dire que d'emblée il est coupable et qu'il va aller en prison? Non, attention. Mais là, justement, c'est allant dans ce sens-là que je dis il est important d'aller sur le respect d'un certain nombre de procédures. Et justement, encore une fois, il faut qu'on fasse attention par rapport à ça. L'administration publique, encore une fois, il faut attirer les gens vers l'administration publique. Il ne faut pas décourager les gens parce qu'au regard de ce qui est en train de se passer, humilier les cadres, les mettre pendant que les procédures ne sont pas respectées et qu'en fin de compte, on se rend compte qu'ils n'étaient pas véritablement coupables de ces choses-là. En fin de compte, finalement, ça va envoyer certaines personnes à ne pas pouvoir aller. Il ne faut pas qu'on laisse passer ça. Est-ce que tu penses qu'il ne faut pas demander des comptes aux gens qui ont géré? Il faut demander des comptes aux gens, certes, mais en respectant les procédures. Demandez à quelqu'un de répondre de ses actes. Est-ce une façon de l'humilier? Quand vous prenez quelqu'un et que vous l'amenez en prison et que la personne ne sait pas elle-même ce qui lui est reproché, vous pensez que... C'est ce que toi tu dis. Ça, c'est ce que tu dis. Vous avez écouté les avocats de ces personnes qui sont passées dans ce studio-là pour le dire. Tu as écouté le procureur. Pourquoi tu crois aux avocats et pas au procureur? Vous avez également les détenus eux-mêmes sont allés le dire. Ils ont dit la même chose encore une fois. Pourquoi tu crois aux propos des avocats mais pas aux propos du procureur? Mais encore une fois, si les avocats l'ont dit et que le procureur sait... Non, réponds à la question que je t'ai posée. Non, attention. Madame Yoro, le procureur pouvait démentir le fait que les avocats n'avaient pas... Mais il a pris la parole chez nous. Il a démenti la procédure, il a démenti. Mais si cela est, au nom de quoi on cacherait? Pourquoi tu ne crois pas le procureur? Aujourd'hui, on est assis dans ce studio-là. Tu penses que dans un procès, ils vont tout dévaler le premier jour? Est-ce qu'on sait véritablement ce qui est reproché à ces personnes-là? Je dis non. Allez-y. Pour commencer, il faut d'abord comprendre c'est pourquoi on dit procédure. C'est une procédure, c'est pas un jour on se retrouve où on casse tout, on dit bon tel a raison, tel n'a pas raison. C'est une procédure. Et en ce qui concerne aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre dans cette affaire de CRIEF, c'est vrai que les Guinéens sont sur une pente de réclamation. De règlement, je vais dire, de certains torts qui ont été causés aux Guinéens dans la gestion par moment de certains Guinéens. Je ne trouve pas de mal à ce qu'on demande des comptes à un ancien ministre, à un ancien directeur, à un ancien, en tout cas à un ancien gestionnaire. Ce n'est pas mauvais en tant que tel. On doit demander des comptes. C'est d'ailleurs leur engagement. En respectant les procédures, bien entendu. C'est leur engagement à travailler pour le bonheur des citoyens. Mais lorsque le bonheur des citoyens est mis de côté pour le bonheur soit d'un individu, d'une famille, d'un clan ou d'un village, ça devient un problème.
Aujourd'hui, nous avons applaudi le coup d'État, c'est pas parce qu'on a adoré le coup d'État. On a applaudi le coup d'État parce qu'à un moment donné, on a estimé que avec quelqu'un qui n'a pas d'intention politique, qui n'a pas de prétention électorale, on peut peut-être demander des comptes. C'est vrai qu'on puisse s'ériger contre la procédure aujourd'hui, engager la façon dont les choses sont conduites. Tu me rejoins alors? Non, je te rejoins pas. Ne déduis pas, comme tu as déduit pour les immeubles, mais moi je ne te rejoins pas. Ce que je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens en prison. Tout ce qui s'est dit autour de la table des investigations, autour de la table à la CRIEF, nous ne sommes pas forcément là pour tout entendre. C'est vrai qu'on a des sources qui nous disent les éléments qui sont retenus, ou en tout cas les éléments sur lesquels on compte retenir telle ou telle autre personne, mais on ne peut pas tout savoir. C'est vrai qu'il y en a qui sont passés, qui n'ont pas du tout été entendus, et directement ils ont été conduits à la maison centrale. C'est le cas par exemple de Souleymane Traoré, l'ancien directeur général du FER. Il n'a pas été entendu parce que quand il est arrivé, il n'a pas fait plus de 10 minutes et il a été conduit à la maison centrale. Ce sont des cas qui suscitent des interrogations. Et plus loin, on lui demande une caution de 30 milliards. C'est vrai que la caution est proportionnelle aux éléments reprochés, en tout cas au matériel, à la matière reprochée, c'est vrai, mais il a estimé dans ça. Comment a-t-on su la matière reprochée? Voilà. Comment l'a-t-on su si lui, on lui a rien dit? Si on lui a rien dit, on lui a pas posé des questions parce que vous savez quand même que l'élément sur Souleymane Traoré, par exemple, l'élément qui est le plus brandi, c'est le siège qui abrite le fer, le fonds d'entretien routier qui continue à être exploité. Il y a ces éléments qui peuvent être relevés. Mais de l'autre côté également, il y en a contre lesquels, avec lesquels il y a eu des échanges. Il y a eu des éléments qui leur ont été opposés. Est-ce qu'ils acceptent que ces éléments, ce que vous dites, c'est vrai, ou ils rejettent? Les avocats sont dans leur rôle d'intimider ou de perturber même la procédure du procureur, du poursuivant. C'est le rôle des avocats. Ils défendent des clients. Même si leurs clients ont tort. On a vu, au moment par exemple, des mouvements politiques dans notre pays, on a vu, par exemple, la défense par moment qui tente par ses manies à perturber Sidi Souleymane Ndiaye, qui revient d'ailleurs, à perturber Sidi Souleymane Ndiaye, mais Sidi Souleymane Ndiaye également, qui est le poursuivant, se met dans sa posture de perturbation et d'intimidation ou de détournement, il faut le dire, de procédures pour avoir ses raisons. Donc aussi, on doit forcément ou d'emblée compter sur ce que dit un avocat pour dire que c'est ce qui est la réalité, ou ce que dit un procureur pour dire que c'est seulement ce qui est la vérité. Moi, je crois qu'on va biaiser. Il faut suivre la procédure et inviter au respect des règles, de ces procédures-là, des règles à la matière, pour nous permettre de savoir la vérité dans cette affaire. Parce que c'est une histoire non négligeable de la Guinée qu'on est en train d'écrire aujourd'hui avec cette chaîne. C'est une première. C'est une première que cela arrive en Guinée. Il faut bien que cela soit inscrit dans les annales de notre histoire et que ce ne soit pas un rendez-vous raté. Justement. Allez-y, Mafoudia. Alors peut-être commencer par là et dire qu'effectivement, chaque pan de notre histoire a ses réalités, a ses méthodes. On se rappelle encore de lorsque Lansana Conté est arrivé au pouvoir, la joie qu'il y avait avec la libération des prisonniers du camp Boiro, avec le retour de ces Guinéens qui étaient éparpillés de par le monde, qui devaient rentrer et construire la nation. Après Lansana Conté, on se rappelle quand il y a eu ce coup d'État, quand Dadis est venu avec sa marque de fabrique personnelle, le show qu'il y avait, la lutte contre la drogue et tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, on a le CNRD. Le CNRD qui vient et qui se donne pour l'évier, justement, comment on va dire ça? La justice comme boussole. La justice comme boussole, qui veut un peu avoir ce droit de regard sur la manière dont le pays a été géré, parce qu'on suppose qu'il y a eu trop de corruption. C'est ce qui fait qu'on est en retard. Et c'est tout à fait normal que c'est des gens qui ont géré, parce que souvent, quand on parle de la situation du pays, il y en a qui demandent même de remonter jusqu'au temps Conté. Parce que la plus grosse pagaille a commencé sous Conté dans la gestion des biens publics. Mais vous remarquerez que ceux qui sont plus inquiétés sont ceux-là qui sont, on va dire, frais, qui viennent de quitter le pouvoir. Donc, on peut comprendre la situation, mais ce qu'il ne faut pas faire, il faut faire
très attention en fait de ne pas mettre à rude preuve le travail de la justice. Il n'est pas parfait ce travail. Il peut y avoir des problèmes. Par exemple, quand on prend le cas des avocats de Kassory, vous savez, quand on prend une décision, il faut assumer les conséquences qui vont avec. Lorsqu'on décide d'aller autour de la table, de comprendre ce qui ne va pas et de proposer des solutions, comme par exemple l'avocat de Zakaria a fait, si les avocats de Kassory décident d'aller au front et d'attaquer la forme, c'est un droit. Mais ça implique des éléments. Ça implique par exemple le retard de la procédure, parce qu'il faut déjà éclaircir un point. Ils ont décidé d'attaquer le procureur, ça ne va pas sans conséquences. Mais ces conséquences-là ne signifient pas qu'il y a une volonté manifeste de faire de faire du mal, parce qu'ils ont voulu montrer qu'ils connaissent le droit plus que... Non. Mais c'est que toute décision implique des conséquences, et la conséquence dans ce cas-ci, ça met plus de temps, parce que ce n'est plus pareil que Zakaria Coulibaly. Maintenant, pour Zakaria Coulibaly, il y a ce mot qui revient tout le temps, la caution. Il faudrait déjà qu'on comprenne que la caution, c'est pas comme si ces gens, lorsqu'ils payent, ils perdent. Ils ne perdent pas. C'est une manière pour la justice de garder ces gens, de les obliger à répondre aux appels de la justice chaque fois que c'est nécessaire. Et lorsque ces personnes obéissent à la procédure au bout, lorsqu'il est avéré qu'ils ont raison, on leur restitue leur argent. Et quand c'est pas le cas, ça aussi c'est expliqué de façon judiciaire et c'est très clair. Peut-être il faudra aller là pour ne pas prendre ces milliards qu'on entend comme quelque chose qui va aller dans les poches. C'est pas de l'argent qui est pris et dépensé tout de suite. Exactement. C'est pour les gens même qui payent. Maintenant, pour ceux qui parlent de renflouer les caisses de l'État. Voilà. Maintenant, je n'a pas raison. Ben ça aussi, ça obéit à une autre... Et s'il n'a pas raison, s'il le mise en cause. Non, s'il n'a pas raison, il y a une autre procédure. S'il n'a pas raison, le juge d'instruction décide que l'argent sera utilisé. Justement. Voilà, la loi elle est claire. Par qui? La loi elle est claire, par la justice. La loi elle est claire, par la justice. Lorsque la personne qui est mise en cause est condamnée, le juge d'instruction décide que l'argent soit utilisé. Par qui? Par l'État? Oui. Pourquoi vous mettez le fait qu'on est pour renflouer les caisses de l'État? Non, mais renflouer les caisses de l'État, vous ne comprenez pas. C'est pas là tout de suite. Il y a une condition. Pour que vous retrouviez votre bien, il faut que vous ayez raison. Si vous n'avez pas raison, parce que dans les commentaires... Déjà, vous payez tout ce que vous devez si vous n'avez pas raison. Dans les commentaires qui sont faits, ça va au-delà de la caution. L'opinion condamne les personnes mises en cause. La plupart des personnes ici, quand on dit... telle personne, on dit oh lui, l'opinion condamne ça. Vous combien de fois pour avoir tenu ce que je dis. Antoine, vous ne comprenez pas une chose. Si le mise en cause n'a pas raison, le bien qu'il a mis comme caution, ça ne lui retourne plus. Ça devient propriété de l'État. La justice décide de quoi faire avec ce bien-là. Donc, avec le Sisi, là. Non, c'est vous qui dites. Tu es avec Sisi. C'est vous qui dites c'est pas ça. Vous dites que la caution payée, il n'est pas perdu. C'est vrai, c'est pas perdu, mais à 90% souvent, au regard de ce que nous voyons, lorsque vous avez tort, vous ne reprenez plus votre bien. Alors, c'est qui est normal. Vous devez encore payer plus. Alors, l'expression... La peine de prison l'expression renflouer les caisses de l'État n'est pas fortuite. Elle a son sens. On ne renfloue pas les caisses de l'État avec les cautions avant que la justice ne se détermine. Perdez, ça devient bien de l'État. Mais puisqu'on n'est pas... On est d'accord avec. Le procès n'est pas encore tenu. Si vous perdez, ne nous faites pas si vous n'avez pas perdre raison, en temps. ça devient bien de l'État. Tu es dans le Sisi. Non, quand vous le dites, Antoine, tu es dans le Sisi. Non. On n'est pas encore allé au procès. Là, ce n'est pas une En question tant de que le procès ait lieu... Ça semble catégorique. Non, en tant que le procès ait lieu. Parce qu'une fois, j'ai dit ici que la stratégie de l'État, dans ma compréhension, c'est une façon pour eux de ne pas perdre. Le fait de pousser les gens à payer des cautions faramineuses, c'est une façon pour l'État. Ces cautions-là ne représentent absolument rien par rapport à ce que l'État guinéen a perdu. Non, mais si la personne n'a pas raison, on prend et la caution et les biens pour lesquels il est poursuivi. Antoine, tout ça, attends, c'est pas fait comme ça où on s'assoit, on décide. Ça obéit à des procédures. Non, tu n'as pas raison. Non, en fait, tu nous fais perdre du temps inutilement. Il y a une procédure qui est là. Le juge sait qu'est-ce qu'il prend et pourquoi il prend. Je pense qu'il faut un peu sortir de cette... en fait, avoir pitié. Antoine, il est incroyable. On demande, il y a Kassory avant, quand il était Premier ministre, qui a tenu un discours qui a dit que rien que pour les pots de vin, la Guinée perd jusqu'à 600 milliards, si je ne me trompe pas. Oui. C'est Kassory qui a dit ça. Le président Alpha Condé, il a fait combien de sorties pour dire aujourd'hui que la Guinée perd de l'argent, que la corruption est à tous les niveaux. Et on n'a même pas besoin d'écouter des discours. Regardons ce que la nature nous a donné et la manière dont nous vivons dans notre pays.
Ça nous amène à nous poser des questions. Maintenant, on peut qualifier ça comme on veut. Un semblant de justice, une volonté réelle, mais quand même, il y a une procédure qui est là. Et moi, je pense, comme Djiba, que dans des situations comme ça, ce qu'il faut absolument éviter, surtout quand on a des ambitions comme Kassori pour encore gérer ce pays, c'est de jeter l'opprobre sur le travail de la justice sans rien. Moi, je pense qu'ils doivent, au contraire, donner des éléments comme quoi ceux dont vous m'accusez, je ne suis pas coupable de cela. Il y a l'ancien ambassadeur de la Guinée au Mexique qui a été blanchi, je crois, avant-hier, au Niger, qui a été blanchi avant-hier par la justice. On l'accusait d'avoir volé le salaire d'un de ses travailleurs. La justice a fait son travail, il a été blanchi. C'est un homme aujourd'hui qui peut brandir ça partout. On lui reprochera, il dira, moi j'ai été blanchi par la justice guinéenne. Et lorsqu'on va dans ce sens, c'est vrai que après cette histoire de... Et ce que Caps dit par rapport à l'humiliation, je pense que ce n'est pas de l'humiliation. C'est le travail de la justice. Et ceux qui sont concernés aujourd'hui, ils doivent se dire qu'ils ne sont pas concernés parce qu'on ne les aime pas. C'est parce qu'ils ont été différents des autres Guinéens. Parce qu'à eux, il a été donné la possibilité de gérer des milliards au compte de la Guinée, au nom de la Guinée. Ça fait toute la différence. C'est comme quand on se dit, on ne juge pas... je me rappelle encore de cette histoire, lorsqu'un syndicaliste est mort, le jour de sa mort et qu'on a fait des analyses sur le travail que les syndicalistes ont fait, on dit non, l'émotion est là, d'accord, mais c'est une personnalité publique qui a eu à faire des choses pour la nation. Cela nous donne le droit de nous interroger sur ce qu'il a eu à faire, sur son héritage. Donc c'est tout à fait normal. Ces gens-là qu'on est en train d'amener en justice aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est s'ils aiment la Guinée, parce que c'est ce qu'ils ont toujours brandi, si la justice les brime dans leurs droits, ça va de soi. Ils ont des avocats qui sont bien dans ce qu'ils font. Donc que la justice fasse son travail, qu'il y ait ce battage, c'est comme ça on dit. La bataille. Cette bataille entre les avocats et le procureur. Mais après, le plus important au bout, c'est qu'on saura qui dit la vérité. Et à date, c'est ce qui importe. Et justement, qui a fait quoi? Allez-y, oui, je voulais dire que voilà, cette caution, ça va vous permettre d'avoir une garantie pour que la personne se présente au procès, ou tout de suite, ça vous permet quand même, à chaque fois que vous vous présentez et qu'on constate que la personne qui est mise en cause répond aux convocations, le procès se fait, on peut décider progressivement une partie de restituer l'argent. Ça se fait. C'est le code de procédure pénale qui le dit. Et c'est le juge d'instruction qui décide si effectivement on doit accepter. Quand on constate que la personne est de bonne foi. Et de bonne foi, ça peut se faire. Donc ça, la loi elle est claire là-dessus. Maintenant, ce que je veux dire sur ce que disait Caps tout à l'heure, vous savez, deux personnes peuvent être poursuivies pour les mêmes faits. Mais ils arrivent souvent qu'ils ne subissent pas le même sort. C'est pourquoi on dit que la justice, elle est souveraine. Ça dépend souvent de l'appréciation des éléments qu'on a contre ces personnes-là. On peut dire tout de suite, M. X va aller en détention provisoire et l'autre, on le place sous contrôle judiciaire. Ça dépend de la souveraineté, mais aussi de l'appréciation du fait. Ça dépend du factuel. Donc, ça peut arriver qu'on se retrouve dans ces genres de situations. Maintenant, ce qui est en train de se passer, ce qu'il faut quand même déplorer, on est en train de demander au président de la transition, qui est aujourd'hui appelé à concilier des aspirations contradictoires des Guinéens, qui demande qu'il y ait une refondation de l'État, qui demande qu'il y ait de la justice, mais personne ne veut renoncer à son devoir, qui consistera à aider son pays à avancer sur cette voie-là. C'est là la contradiction et ça, il faut dénoncer. Maintenant, on peut tous dire qu'il faut respecter la procédure. En fait, les gens veulent la justice jusqu'à ce que eux soient concernés ou une personne qui est proche d'eux soit concernée. Il y a aujourd'hui un centre d'intérêt qui est là. Lorsque les intérêts sont tous liés, on crie haro sur le baudet, on dit c'est la chasse aux sorcières. Je pense qu'il faut éviter cela. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Ça, il faut le comprendre. Je suis d'accord qu'il faut respecter les procédures. Ça, on l'a dit souvent dans ce studio. Mais une fois encore, pour que ce pays-là sorte de la nuit, pour que la Guinée se développe, il faut accepter que la justice fasse son travail. Et jusque-là, si vous suivez la communication du procureur, lorsqu'il a pris la parole chez nous ici, même si ça a été succinct, il a dit, je l'ai fait, je me suis adossé sur le code de procédure pénale. Moi, je ne peux pas juger le travail de la justice pour l'instant, puisqu'on n'est pas, d'ailleurs même pas allé encore sur le fond des dossiers. Pour l'instant, il y a des personnes qu'on a demandé de passer devant le président de la chambre d'instruction de la CRIEF, ils n'ont pas accepté. C'est leur droit. Ils ont aussi demandé, ils ont esté le monsieur pour dire il y a eu une violation des procédures, il faut que cela soit d'abord levé. Maintenant, ça peut prendre du temps, mais ça dans l'esprit de la loi. Une fois encore, je pense qu'il faut à un moment donné créer une sérénité autour de ce qui est en train de se faire et éviter de voir un peu, de tomber dans du complotisme
de dire non, on est en train de jeter en pâture des citoyens, et un ministre ne doit pas aller en prison, comme si lui, il était au-dessus de la loi. Est-ce que vous pouvez aller dire ça aux jeunes qui sont... Voilà, la loi. Il y a des personnes à la maison centrale aujourd'hui qui ont fait des années pour vol de téléphone. Oui. Quel est le discours qu'on peut servir à ceux-ci? Je suis d'accord qu'il faut respecter les procédures, ça il faut le dire, mais une fois encore, je crois à un moment donné, il faut que nous sachions ce que nous voulons dans ce pays. Oui, rapidement. Je voulais juste rapidement 30 dire... 30 secondes, Antoine. Personne n'est contre ce que fait la justice comme travail. On est pour qu'il y ait justice. Mais ne soyez pas contre le fait aussi qu'on interroge la forme dans cette histoire. Bien. Ce qui se passe, la justice n'est pas blanche comme neige. Voilà, Antoine, je suis désolée. Nous reviendrons donc sur ce sujet dans la deuxième partie de l'émission. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Nous partons à la pause. L'écran publicitaire s'impose à nous et nous revenons juste derrière avec d'autres sujets. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.